Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurence Brantôme. Je suis directrice des affaires financières chez Euraseo et je suis surtout animatrice du réseau LNU Alumni d'EY. Dans ce contexte de sortie de crise sanitaire, on est absolument ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webcast dédié au réseau qu'on a organisé avec le cabinet de formation Seven, qui se présentera évidemment tout à l'heure. On aurait bien aimé que cet événement se fasse en présentiel, mais vous savez que les conditions sanitaires ne nous permettent pas encore de nous retrouver dans les locaux de la Tour First. Et puis si on regarde le côté positif, ça nous permet aussi d'accueillir toutes celles et tous ceux qui sont en région ou pour qui un déplacement à la Défense à l'heure du déjeuner n'aurait pas été très commode. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Ce qu'on a fait durant ces derniers mois, c'est d'essayer de garder le contact depuis la Galette des Reines en janvier 2020, qui était le moment fondateur d'LNU Alumni. Et puis, on a animé un certain nombre de conférences que vous avez dû voir. Et en décembre dernier, l'exposition d'Améa Hirtz, Les cerisiers en fleurs, qu'on avait fait, suivi de déjeuner. Pour cette fois-ci, pour ce webcast, on a voulu un sujet qui nous paraît vraiment important, que l'on soit d'ailleurs un homme ou une femme, mais qui est le réseau. Je suis personnellement convaincue de l'importance du réseau qui représente un outil de construction de carrière et qui apporte aussi beaucoup de richesse et de plaisir sur le plan personnel. Donc, sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Isabelle Copin-Dumay qui va nous dire quelques mots sur le réseau LNU d'EY avant qu'on entre dans le vif du sujet avec Mathilde et Thomas sur les techniques d'influence et d'activation du réseau. Bonjour à tous, moi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc je représente le réseau LNU et puis surtout ça ouvre l'opportunité en fait via cette conférence qui a été organisée par le réseau LNU Alumni d'associer les collaborateurs EY, membres du réseau LNU, à cet événement. Donc LNU, c'est un réseau qui a 6 ans aujourd'hui et qui a eu la chance de voir naître le réseau LNU Alumni grâce à Laurence. Qui a été l'initiative et avec laquelle je collabore étroitement pour organiser des événements conjoints et toujours avec grand plaisir. Et donc, merci à Julie qui prend la suite de Sylvie dans l'animation du réseau Alumni et donc, par définition, aussi, aussi du réseau LNU Alumni. Alors, c'est vrai que j'ai cité plein de fois le terme réseau, là, parce que oui, LNU est un réseau, oui, LNU Alumni est un réseau. Et donc, l'objet de cette conférence, c'est typiquement de parler du réseau et de ce que ça peut apporter et comment s'y prendre pour développer son réseau. Donc, je vais tout de suite laisser la parole, en fait, à la fois à Mathilde et à la fois à Thomas pour nous expliquer ce en quoi c'est important, comment mettre en œuvre un bon réseau, sachant qu'on a une collaboration étroite avec le cabinet Seven depuis plus de 9 ans aujourd'hui, une dizaine d'années, disons, et que j'ai eu la chance à plusieurs reprises de participer à des sessions animées par Mathilde notamment, et je suis toujours ressortie hyper dynamisée de ces échanges. Donc, ravie d'être là et ravie maintenant de vous laisser la parole. À bientôt. Merci beaucoup pour ces mots hyper dynamisés. Eh bien, j'espère que vous ressortirez vous aussi aujourd'hui hyper dynamisés. En tout cas, c'est l'objectif. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant tout, voilà, merci pour ces présentations. Merci à vous qui êtes nombreux et nombreuses à avoir répondu présent. Vous continuez à arriver. Bienvenue, vous êtes au bon endroit. Pourquoi et comment développer son réseau? Alors, j'ai commencé à travailler avec Thomas, on va se présenter dans 1 minute sur le networking. Qu'est-ce que ça veut dire, le networking? Le networking, ça veut dire la mise en réseau. Et la mise en réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer son réseau. Encore une fois, développer son réseau, ça veut dire échanger. Et échanger, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser aller rencontrer des gens. Bon, un coup, développer son réseau et oser aller rencontrer des gens, c'est un peu rassurant. Alors, on va parler comment est-ce qu'on va rencontrer les gens, comment est-ce qu'on crée du lien. Et comment est-ce qu'on va réussir à se différencier en restant soi-même? Parce que c'est tout le sujet, rester soi-même,
mais quand même avoir de l'impact. Voilà, donc on va parler de valeur, on va parler de conviction. Et pour tout ça, on a pris avec Thomas un outil qui s'appelle Les lois d'influence de Robert Cialdini. Voilà, donc on est parti de ce livre-là qui s'appelle Influence et manipulation, l'art de la persuasion de Robert Cialdini. C'est un psychologue américain et qui a donc été connu pour ce livre-là. C'est un véritable outil. Alors, l'influence, c'est comme un marteau. On aime beaucoup cette métaphore. C'est comme un marteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très puissant. Et ça veut dire que si c'est bien utilisé, on peut en faire des choses merveilleuses, comme le marteau. Et donc, dans notre cas, le networking. Et quand c'est mal utilisé, ça fait beaucoup de dégâts. Toujours pareil avec le marteau. Ça, c'est notre petite intro. On va se baser sur Robert Cialdini, influence et manipulation pour travailler sur cette importance du réseau. C'est qui? C'est nous, Thomas Fraudet et Mathilde Meurer. Nous sommes tous les deux des grands passionnés de l'éducation et de la transmission de contenu. Ça, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Donc, si vous ressortez là dans 1 heure, 1 heure et demie en ayant appris quelque chose et de manière agréable, on aura réussi. Autre information sur nous, on anime effectivement depuis 9 ans avec EY. EY était notre tout premier client, donc on a un lien un petit peu particulier avec votre cabinet. On travaille chez Seven, cabinet de formation. On a commencé avec 3, 4, 5, 6 formateurs. Aujourd'hui, on est 165 formateurs. On s'est bien développé. On est tous les deux business développeurs. Thomas a créé Seven il y a 8 ans. Il est en charge du pôle de Paris et moi, je l'ai rapidement rejoint et je suis en charge du Sud-Ouest. Je suis basée à Bordeaux. On a animé ce contenu, notamment auprès d'Isabelle, elle l'a dit tout à l'heure, et donc c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Donc merci infiniment Isabelle Copin-Dumais. Et enfin, on est convaincus que l'environnement dans lequel les gens se trouvent conditionne leurs réponses. Et donc on va voir si vos réponses aujourd'hui seront également conditionnées. Thomas, un petit mot avant de démarrer? Un petit mot avant de démarrer. Merci beaucoup Mathilde, c'est un plaisir d'être avec toi. Seven, qu'est-ce que c'est? Quelle est notre légitimité pour être là face à vous? C'est de se dire, comme l'a dit Mathilde avec l'exemple du marteau, qu'on va vous partager des outils et que ces outils vont vous permettre, où que vous en soyez, par rapport à votre capacité à créer du réseau, à, comme l'a très bien dit tout à l'heure Laurence, prendre du plaisir et que ça puisse avoir de l'impact pour vous. On pourrait se poser la question de pourquoi développer le réseau. Je pense que l'idée de base, c'est qu'en ne faisant pas grand-chose, en rencontrant des gens, ça se fait tout seul. Simplement, ça ne va pas forcément à la vitesse à laquelle on veut. Et ça ne se fait pas forcément de la façon dont on le souhaite. Donc, voilà. Seven, la grande idée, c'est vraiment ça, c'est comment faire pour transmettre un contenu et qu'il soit reçu. Donc, maintenant, on y va. Moi, à titre personnel, ce que je voulais vous dire, c'est que je crois fondamentalement qu'en une génération, on peut changer le comportement des gens, des jeunes notamment, des enfants, mais même des adultes, et que du coup, la transmission est absolument centrale. Voilà, on va essayer de le faire, on y va, on commence. Voilà ce que je voulais dire. Alors, les lois, Mathilde, à toi de jouer. On vous transmet la première loi. La première loi de Cialdini, c'est une loi qui s'appelle soumission à l'autorité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la soumission à l'autorité? C'est quand, en nous présentant, l'équipe d'EY a dit « On anime des formations avec Seven depuis 9 ans ». La soumission à l'autorité, c'est quand quelqu'un a un certificat, un diplôme, un statut qui a un pouvoir d'influence plus important. Je vais prendre l'exemple de la marque EY. Vous avez énormément d'entreprises qui travaillent avec EY simplement parce qu'elles travaillent avec EY. Parce que EY a une notoriété, a une marque, a une histoire, a une crédibilité établie qui fait que, et d'ailleurs par moments ça peut être délicat puisqu'on dit simplement c'est quelqu'un d'EY. C'est-à-dire que dans certains cas, on ne va même pas aller plus loin pour savoir qui est la personne. C'est quelqu'un d'EY. La marque Google, Microsoft, L'Oréal, moi j'ai travaillé chez L'Oréal, Mathilde, on peut citer des marques, des écoles qu'on a faites. Et toutes ces choses-là, l'idée c'est de prendre conscience du fait que, si on croit que les marques, les Big Four, ça a de la valeur, si on croit que les grandes écoles, ça a de la valeur, si on croit que tel pays, ça a de la valeur, on va être soumis à cette autorité. C'est-à-dire que notre cerveau va perdre son libre arbitre et va
va considérer que c'est bien, alors que pas forcément. Donc la soumission à l'autorité, c'est de se dire que si l'on comprend ce qui fait autorité sur nous, ce qui fait autorité sur l'autre, on est plus fort que si on ne le comprend pas. En formation, très souvent, là c'est un webinaire, c'est un autre format, mais en formation, très souvent, on demande aux participants de faire des choses absurdes. Par exemple, je vais vous demander à tous de vous lever, et là les gens se lèvent. Ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent. Je vais vous demander d'aller chercher un objet, je vais vous demander de le prendre en photo, je vais vous demander d'envoyer cette photo à un proche. Parfois, on leur fait faire des cris d'animaux, j'ai fait faire des choses complètement absurdes en formation, que ce soit présentiel ou distanciel. Et à chaque fois, les participants le font. L'idée qui se cache derrière, c'est de dire que Mathilde incarne dans ces cas-là la posture du sachant, la posture de l'autorité, la posture du professeur. Et ça, on est habitué. Voilà, nous, on est habitués depuis toujours, on est habitué à obéir à des subordonnés. Quand on était petit, ce sont les parents et les enfants, puis les élèves et les profs, puis un participant et un formateur. On a été élevés à suivre la figure d'autorité. La maîtresse, le maître, la personne qui vous a élevé, les parents, les grands-parents écoutent bien, la dame de la police qui fait traverser écoute bien, je ne sais pas, la babysitter. Et en fait, ces choses-là ont fait que nous avons mécaniquement un rapport à l'autorité. Voilà, on va suivre plus simplement ce qui fait autorité chez nous. Mais la question devient, qu'est-ce qui fait autorité chez nous? Sachant que dans les exemples que nous avons pris, c'est des exemples liés à l'enfance, mais dans l'entreprise, ce qui va faire autorité, c'est très variable en fonction des individus. Vous avez des personnes pour qui l'âge va faire autorité. Vous avez des personnes pour qui les convictions vont faire autorité. Vous avez des personnes pour qui l'expérience va faire autorité. Et du coup, si vous savez ce qui fait autorité sur vous, déjà, vous pouvez vous prémunir de personnes. Enfin, vous pouvez savoir en fait que vous allez mécaniquement, plus simplement, dire oui ou vous tourner vers ces personnes. Je vais donner un exemple très concret me concernant, Mathilde, puis après, je te repasse la parole. Moi, je vous ai dit que je suis un passionné, alors en l'occurrence, c'est Mathilde et moi, mais d'éducation, de transmission. Ça veut dire que si vous voulez me contacter, et là, je ne sais pas si c'est très malin de le dire comme ça, mais tant pis. Si vous voulez me contacter et que vous m'envoyez un petit message LinkedIn, ou bien qu'on se croise lors d'un événement, quel qu'il soit, et que vous me dites simplement « Je connais un tel dans ma famille ou je connais un tel dans mes amis qui a des difficultés scolaires à 8 ans parce qu'il rencontre telle situation », mon cerveau va être absolument incapable de ne pas vous écouter, échanger avec vous et parler avec vous. C'est-à-dire que les situations de difficultés scolaires, toutes les situations qui touchent l'école, les réussites, les réalisations dans l'école font tellement autorité sur moi que je vais m'arrêter, échanger avec vous et que en fait, je n'aurai pas la possibilité, ou alors ça me coûtera énormément de ne pas embrayer sur ce sujet-là. Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je vois le nombre de participants augmenter. Bienvenue, vous êtes au bon endroit. Comment et pourquoi développer son réseau? Après une introduction des équipes EY, on a enchaîné sur l'intérêt du networking. Le fait de se souvenir que le networking, là, c'est vraiment oser aller parler à des gens, oser rencontrer des gens. Et pour ça, on s'appuie sur un livre de Robert Cialdini qui s'appelle « Influence et manipulation, l'art de la persuasion ». On est en train de voir la première loi qui est la soumission à l'autorité. Donc, la soumission à l'autorité, je ne vous refais pas tout, mais l'idée, pour faire le lien avec pourquoi et comment développer son réseau, Thomas vient de le dire, c'est de prendre conscience de ce qui fait autorité chez nous, sur vous tout seul, qu'est-ce qui fait autorité? Est-ce que c'est le nombre d'années d'études de la personne? Est-ce que c'est son niveau d'ancienneté? Est-ce que c'est le fait que ce soit un homme, une femme? Est-ce que c'est son éthique? Est-ce que c'est son exemplarité? Est-ce que ce sont ses recommandations? Est-ce que c'est le fait que ce soit un associé, que ce soit un junior? Est-ce que, vous voyez, tout ça. Donc, avoir conscience de ce qui fait autorité chez nous. Vous avez une grande tendance actuellement dans ces événements un peu mondains où on rencontre des personnes. C'est la tendance qui fait très autorité dans les milieux d'affaires, on va dire, si on parle comme ça, même si ça fait très années 80, c'est la levée de fonds. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir quelqu'un qui arrive et qui vous dise « j'ai fait une levée de fonds de temps » et il va être difficile pour beaucoup de gens de dissocier en fait, le fait que la levée de fonds soit simplement un financement lié peut-être à un secteur du fait que la personne, ce qu'elle va dire, est intéressant ou pas. Donc voilà. Notre recommandation pour cette première chose, effectivement, c'est de dire qu'est-ce qui fait autorité chez vous? Réfléchir à ces choses-là qui ont de l'influence sur vous et votre lucidité, votre façon d'arbitrer les informations. 2, de la même façon, qu'est-ce qui fait autorité chez l'autre?
chez votre client, chez votre contact, chez votre prospect, chez votre collègue, chez votre ami, chez la personne qui est en face. Pareil, est-ce que ça va être l'expertise, la réactivité de vos réponses, la précision, etc. Et puis, c'est de faire un vrai travail sur la façon, on appelle ça chez nous le why, la façon dont on partage les valeurs qui vous sont vraiment très proches. On l'a dit plusieurs fois, nous, c'est cette transmission, on pourrait en parler des heures et c'est vrai que c'est difficile quand on est sollicité de ne pas répondre, quand on vient directement sur les sujets qui sont aussi fondamentaux pour nous. Donc voilà, vous posez cette question-là de sujets vraiment fondamentaux, de valeurs vraiment fondamentales qui font que si vous arrivez et que vous venez en parler, on va voir que c'est vrai, on va voir que vous êtes authentique parce qu'on ne ment pas sur ses propres convictions. C'est difficile de ne pas transmettre ce On message. avait, en préparant ce temps, on s'était dit qu'on allait citer quelques expériences marquantes pour, non pas justifier, mais pour illustrer notre propos. Et on avait pensé à une expérience bien connue qui s'appelle l'expérience de Milgram, que peut-être vous connaissez, d'ailleurs que l'on voit dans un film qui s'appelle Icôme-Icare, avec Yves Montand de 1979. Et dans Icôme-Icare, l'expérience de Milgram, je vais la paraphraser très simplement, je vous encourage à aller vous renseigner si ça vous intéresse, c'est simplement de montrer que n'importe qui peut être soumis à une autorité pourvu qu'elle soit bien définie. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, merci Mathilde. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a un cobaye, donc quelqu'un qui va être sujet à l'expérience. On le met en face d'une personne, on demande à ce cobaye d'apprendre à cette personne des couples de mots, par exemple ciel bleu, par exemple table large, et il y a une cinquantaine de couples de mots. La personne pose des questions au binôme qu'elle vient de former. Si la personne a bon, elle lui dit bravo. Si elle n'a pas bon, elle lui donne une décharge électrique de 15 volts. Et ce qui est intéressant, donc évidemment, c'est un acteur, tout est prévu, c'est une expérience. Ce qui est intéressant, c'est de constater que dans à peu près un petit peu plus de 70% des cas, la personne qui fait passer l'expérience va jusqu'à 400 volts. 450 volts. Voilà, 450 volts sont des voltages mortels. Et quand on lui demande derrière, mais pourquoi as-tu emmené à la mort un innocent sur la base d'une expérience, les gens derrière se réfugient derrière l'autorité avec des phrases du type « on m'a demandé de faire ça », avec des phrases du type « il y avait quelqu'un en blouse blanche », sous-entendu quelqu'un en blouse blanche est un scientifique, un scientifique fait autorité. En passant, c'est pour ces raisons-là qu'on a toujours des acteurs en blouse blanche qui vous vendent des brosses à dents et des dentifrices. Donc, toutes ces choses-là qui sont construites pour qu'à la fin, une autorité vous force à faire quelque chose. Vous sentez bien que dans le cadre du travail, d'ailleurs, si quelqu'un qui a autorité sur vous demande de faire quelque chose, voilà, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en phase, ou quelque chose qui n'est pas dans les valeurs, ou même dans la légalité, eh bien, vous verrez qu'il y aura à minimum une tension assez forte, parce que cette personne qui fait autorité sur vous demande de faire cette chose-là. Donc voilà, on essaye de mixer, c'est comme ça qu'on a prévu ce temps, entre les partages d'expérience, les exemples, la théorie, le lien avec le networking. Pareil, pour ceux qui nous ont rejoints, parce qu'on voit que le compteur monte encore, c'est top d'ailleurs. Pour ceux qui nous ont rejoints, nous faisons le lien avec des lois d'influence. Ces lois d'influence sont des outils très puissants, donc il faut les utiliser correctement, avec de bonnes valeurs, parce qu'on peut les utiliser avec de mauvaises valeurs. Et derrière, la première loi qu'on a vue, c'est la soumission à l'autorité, donc il y a un nom un peu barbare, mais qui nous permet de dire que si on identifie ce qui fait autorité sur nous, on est plus fort pour répondre correctement aux demandes des gens. Et si on identifie ce qui fait autorité sur notre interlocuteur, eh bien, on peut lui donner ce qu'il veut, mais on peut aussi le confronter à ça et par exemple, communiquer sur le fait que telle chose lui fait autorité ou non. Et avoir des échanges beaucoup plus intéressants du coup, des échanges de fond, plutôt que le fameux « tu fais quoi dans la vie ?» Vous savez, cette question voilà, un peu basique dans le networking, mais certaines d'entre vous se posent la question de comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui fait autorité chez l'autre, incroyable, mais le plus simple, c'est de demander. Le plus simple, c'est vraiment de demander aux gens très sincèrement qu'est-ce qui est important pour toi. Et vous verrez que passer les formules d'usage classiques qui sont un peu vides de sens, dès qu'on a un petit rapport de confiance en réalité, les gens se confient et lâchent très rapidement ce qui est important pour eux. Et c'est là que si on est bien intentionné, animé par de bonnes valeurs, eh bien c'est très intéressant et ça fonctionne bien et on vous encourage à l'utiliser. Et c'est là que si vous êtes mal intentionné, si vous êtes un manipulateur, vous pouvez l'utiliser pour collecter des informations importantes sur les personnes. C'est le fameux marteau. C'est le fameux marteau. J'ai oublié de vous dire qu'avec Mathilde, dans les présentations, on ne l'a pas dit, mais dans les présentations avec Mathilde,
alors c'est moi en tant que directeur, mais c'est avec l'équipe Seven, dont Mathilde, nous dirigeons un master à Neoma, un Master of Science, qui est premier en France en vente et négociation. Alors pareil, regardez, c'est amusant la façon de le formuler. C'est un argument d'autorité encore. Il est premier en France en vente et en négociation. Vous sentez que s'il était 17e, mes propos auraient peut-être moins de tenue. Et la question se pose d'ailleurs. La question se pose, c'est-à-dire que peut-être que mes propos auraient été les mêmes que nous ayons été 17e ou premier. En l'occurrence, il est premier. Il est à Neoma, une école qui est 5e dans les classements, qui est d'ailleurs un partenaire fort de EY. Et donc voilà, ce message de créer de la relation sincèrement avec des outils, c'est le message qu'on partage notamment dans ce programme. On enchaîne avec la deuxième loi. L'objectif, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions, rebondir, etc. Alors voilà, sur le chat, c'est ça, donc ce n'est pas du tout obligatoire, mais l'idée, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les… Enfin, je vois d'ailleurs une question à laquelle je n'ai pas répondu. Je remercie Nathalie. Je vais pas dire vos noms, je vais rester sur les prénoms, sauf si… Voilà, quand on ne connaît pas la personne qu'on rencontre, on ne sait pas ce qui fait autorité sociale. Voilà, donc on a répondu à la question. C'est exactement ça. Alors, il y a les grandes tendances d'autorité. Je vais juste répondre une seconde, Mathilde. Il y a les grandes tendances d'autorité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la réussite sociale, la pression sociale, le fait de travailler dans une grande entreprise. Toutes ces choses-là peuvent être de base faire autorité sur les gens. Mais en général, dès qu'on rentre dans le détail, on se rend compte que c'est là qu'on a les valeurs et les convictions. Et c'est là que derrière, si on partage ces valeurs et ces convictions, et ben derrière, en général, le plus dur est fait. Mais ça passe, Nathalie, par des allers-retours, des feedbacks, de l'écoute et de l'observation. Et pour compléter ça, il y a rencontre inopinée, surprise, on est dans un apéro ou dans un endroit et on rencontre cette personne, j'ai presque envie de dire par hasard. Et puis à la rencontre où on aurait pu anticiper ces choses-là. Donc parfois, quand il y a des invitations, on peut regarder en amont la liste des gens qui viennent. On peut se renseigner en amont sur ces personnes-là pour justement avoir des orientations. LinkedIn est très bien fait aujourd'hui, mais vous avez Discovery People en interne, vous avez tout un tas d'outils qui permettent aussi d'avoir des informations en amont sur les personnes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, surtout en France. C'est-à-dire qu'en France, vous pouvez dire tant que vous voulez qu'il faut préparer. Il est rare que les personnes préparent, mais pour autant, si vous préparez, effectivement, les personnes présentes sur les réseaux sociaux vous offrent sur un plateau d'argent ces informations. C'est-à-dire que si vous regardez le fil Twitter de quelqu'un ou son compte LinkedIn ou des éléments de cette nature, vous verrez que ce qui fait autorité, ça va être vous aurez des informations qui vous permettront de déduire des choses. Mais après, attention, entre ce qu'on déduit et la réalité des gens, encore une fois, il y a l'image publique et puis il y a la réalité des personnes. Et là, ce qui nous intéresse plus, c'est les relations humaines sincères, authentiques que vous pourrez créer dans le cadre d'un échange one-to-one, c'est-à-dire en direct avec quelqu'un. Nathalie, vous me direz si c'est bon pour vous, si c'est suffisamment clair. N'hésitez pas. On continue et au fur et à mesure, vous nous posez des questions dans l'ordre ou complètement dans le désordre. Il n'y a aucun problème, on les prendra avec plaisir et on y répondra du mieux possible. La loi numéro 2, la cohérence dans l'engagement. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Cohérence. Donc, cohérence. Tu me permets, attends, Mathilde, je veux juste te dire, toute petite, pour vous le faire ressentir, c'est ce sentiment que vous avez quand vous attendez le bus depuis 20 minutes, pour ceux qui ont déjà pris le bus, et vous savez que si vous partez à ce moment-là, il va arriver, donc vous restez. Voilà, c'est ça la cohérence dans l'engagement, ce sentiment. Je te laisse expliquer, mais je voulais juste le faire ressentir parce que je trouve ça… J'adore cet exemple. Cohérence, la cohérence, il y a vraiment cette notion de continuer. Et l'engagement, il y a vraiment la notion d'ancrage, ancrer le comportement qu'on souhaite faire intérioriser par quelqu'un. Alors, OK, qu'est-ce que ça veut dire? La cohérence dans l'engagement, ça veut dire que quand on commence quelque chose, il est souvent très difficile de ne pas aller jusqu'au bout. Il est souvent très difficile d'abandonner avant d'avoir terminé. La cohérence dans l'engagement. Pourquoi? C'est la même logique que tout à l'heure avec la soumission à l'autorité. C'est que depuis qu'on est petit, nous avons été élevés dans une logique, tu finis ton assiette avant de faire telle activité, tu finis telle activité avant de faire telle autre activité. Tu finis ton dossier avant de partir en vacances. Voilà. Tu finis, on a toujours été élevés dans ça. Et du coup, la cohérence dans l'engagement, nous, quand tout à l'heure, je vous ai donné des informations sur nous en commençant, je vous ai dit, on travaille chez Seven. On a commencé avec 3, 4, 5, 6, puis 160, 165 formateurs aujourd'hui. Cohérence dans l'engagement. On a commencé et quand on commence un partenariat avec des formateurs, bien très souvent, voilà, ça se complète, ça se continue. C'est ce qui s'est passé avec EY. C'est ce qui s'est passé avec EY, avec un client. Cohérence dans l'engagement. On a pris l'engagement de travailler ensemble. Cohérence dans l'engagement. À part s'il se passe quelque chose, on va avoir tendance
à repartir, à continuer avec les personnes. Et donc, ça, en réalité, très forte, voilà. vous sentez bien, tout à fait, vous sentez bien que l'enjeu pour nous est aujourd'hui évidemment, mais en réalité, il était il y a 9 ans, quand on a dû convaincre la première personne chez EY d'avoir la toute première formation. Et petit à petit, ça s'est enchaîné. Ça s'appelle la technique du pied dans la porte. Et donc, cette technique-là, elle consiste à dire qu'est-ce que je peux mettre en place au tout début pour ensuite que ça continue. Le pied dans la porte, c'est au tout début demander une petite chose. Et ça, vous connaissez tous ces emails, vous avez tous reçu ces emails où on vous demande une série de 12 questions et du coup, vous n'y répondez pas parce que ça va prendre du temps. Alors que si vous recevez une seule question, la probabilité que vous y répondiez est plus forte. Vous connaissez toute cette phrase « As-tu 2 minutes pour m'aider à réparer l'imprimante ?» Vous sentez bien que ça ne va pas durer 2 minutes. Mais si on vous avait demandé « As-tu 25 minutes pour réparer l'imprimante ?» disons que c'est moins tentant. Donc, attention parce que là, on le présente d'une façon qui peut être de la manipulation. L'idée, c'est de dire cohérence dans l'engagement, savoir que si vous commencez une discussion, un échange avec quelqu'un, la probabilité que vous ou l'autre personne ait envie mécaniquement elle-même de le continuer, de le terminer, est assez forte puisque nous sommes construits comme ça. Et donc, commencer par une chose simple. Dans le lien qu'on peut faire avec le networking, quand on a préparé, moi, je voulais illustrer le fait qu'on travaille depuis donc 9 ans avec EY, depuis 8 ans chez Seven, parce qu'on avait commencé avant Seven. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand je me retrouve sur LinkedIn à envoyer un message à quelqu'un, il y a 2 types de gens. Soit c'est les gens, vous envoyez le message et c'est la première fois que vous les contactez, soit il y a déjà eu un échange auparavant, soit que vous les ayez eu en formation, vous les avez déjà rencontrés. Ça, c'est valable sur LinkedIn, mais c'est pareil dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un lieu, vous avez des gens, c'est la première fois que vous les rencontrez, et d'autres, vous les avez déjà rencontrés, soit dans le cadre personnel, soit dans le cadre professionnel, soit en ligne, soit vous les avez déjà rencontrés. Le simple fait de reprendre une conversation LinkedIn en disant « Ah, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait ça. Et donc, du coup, maintenant, je vous propose de faire ça, ou j'ai une question, ou j'aimerais échanger, ou quoi que ce soit. » Si vous avez déjà eu quelque chose, la probabilité que la personne embraye et réponde est beaucoup plus élevée. Et donc, du coup, c'est là que c'est amusant. La cohérence dans l'engagement, elle nous pousse à vous dire, prenez l'engagement de commencer des discussions avec les personnes, et plus vous lancez des petites graines comme ça, plus derrière, mécaniquement, avec le temps, si vous en souvenez et que vous recontactez la personne, mécaniquement, ça va se faire envoyez ces premiers messages, en fait. Soyez ces acteurs-là. Envoyez les premiers messages. C'est exactement ça. Les graines qu'on lance, on ne sait pas. Il y en a qui vont prendre, d'autres pas prendre. Pas de problème. Envoyez ces messages et quand on retrouve plusieurs années après, ah, mais oui, c'est vrai qu'on avait été à cette conférence ensemble. Ah oui, c'est vrai. Oh, je ne me souvenais pas du tout. Très souvent, d'ailleurs, on ne s'en souvient pas. Et c'est grâce à ce suivi de petits messages sur les réseaux notamment qu'on arrive à reprendre le fil. La cohérence dans l'engagement, c'est aussi le fait que si vous préparez, vous pouvez demander en amont la liste des participants. Vous pouvez demander en amont, voir, vous savez, quand il y a une diffusion d'emails, vous pouvez demander, est-ce que je peux avoir la liste? Alors non, on ne peut pas l'avoir, d'accord. Est-ce que je peux avoir les informations? Est-ce que vous pouvez me dire si un tel sera là? Si vous avez en amont ces personnes-là et que vous leur envoyez un petit message en disant, je sais que tu viens à cet événement, ce sera l'occasion d'eux, ou bien même... vous ne dites rien, vous avez juste constaté cette personne et le jour J, vous cherchez cette personne, eh bien, sachez que ce sera beaucoup plus simple pour vous d'avoir du résultat, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vous répondent et qui sont intéressés par échanger avec vous. Donc, la cohérence dans l'engagement, quelque chose de très fort, un outil puissant quand on commence, sur lequel on peut s'appuyer. Il est difficile de ne pas aller au bout. Quand on commence, il est difficile de ne pas aller au bout. Et du coup, commencez. Et puis, vous allez voir petit à petit, les choses vont s'enchaîner. Alors, je vais être provocateur, mais bon, j'espère juste, je vais regarder le nombre de participants en espérant. Ah oui, si ça chute, n'associez pas ça à mon nom. L'idée de la cohérence dans l'engagement, par exemple, c'est le fait que si vous vous êtes inscrit et que vous avez commencé à faire une conférence, alors sauf si ça ne vous intéresse pas, le webinaire, sauf si là, je vous donne le prétexte pour que vous puissiez partir, mais en général, on est tellement bien élevé, on a tellement appris à aller jusqu'au bout des choses que ça nous coûte beaucoup d'énergie, en fait, d'arrêter quelque chose qu'on a commencé. C'est des choses que vous pouvez avoir ressenties. Par exemple, si certains ou certaines d'entre vous ont fait des thèses ou des PhD, on a annoncé qu'on allait faire une thèse et la cohérence dans l'engagement, on l'a commencé. Et bien, du coup, on va se mettre soi-même une pression assez forte pour la finir. Combien même ce serait plus le projet initial et combien même on aimerait juste pouvoir dire on arrête. C'est vraiment histoire d'aller au bout. Aller au bout. J'ai une bonne nouvelle, Thomas. Vas-y. Pour l'instant,
le nombre de participants n'a pas diminué, donc Peut-être que 50 nouvelles personnes viennent d'arriver. Enfin, bon, on ne sait pas. On ne sait pas. on va pouvoir continuer. Donc, pareil, on continue dans ces échanges. Le but, c'est de vous présenter ces lois et puis de toujours faire le lien avec des tips concrets pour réussir à comprendre l'importance de ce réseau très simplement, chacun à notre échelle. Chacune à notre échelle. La troisième loi, Alors, c'est… celle-là, elle est très forte, cette loi. Très forte. Alors, on va le dire à toutes les lois, vous allez voir. C'est très ennuyeux. On va le dire tout le temps. Celle-là est puissante. L'effet de rareté. Alors, qu'est-ce que c'est? L'effet de rareté. Alors, pour ce faire, je vais vous partager un petit outil. Alors, on va vous montrer une image et on va vous demander de choisir parmi ces trombones, finalement. Est-ce qu'il y a un trombone en particulier que vous choisiriez? Et on va vous demander de marquer dans le chat, alors peut-être pas tous ou toutes, mais si vous souhaitez, commenter dans le chat, ça va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Pour ceux qui sont arrivés entre-temps, le temps que les slides se lancent, bienvenue. On est au bon endroit sur… Tac, est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, il faut que tu mettes le diaporama. Parfait, merci. On est au bon endroit. Les lois d'influence de Cialdini, comment développer son réseau. La première, soumission à l'autorité. La deuxième, cohérence dans l'engagement. Et on attaque la troisième, l'effet de rareté. Alors, on a fait pendant un certain temps dans notre espace de coworking, on a plein de casquettes, on pourra vous raconter tout ça. On a fait un test, c'est qu'on a porté des trombones comme ça, et il y avait systématiquement un trombone rouge au milieu du lot. Et donc, la question est simple. Si c'était à vous que je présentais un tas de trombones verts et qu'au milieu, il y avait un trombone rouge, est-ce que vous auriez envie de choisir le rouge? Alors, on a une réponse, Mathilde. On a la réponse de Marie qui nous dit « Ma réponse sera probablement biaisée par le thème de la troisième loi. » Et là où c'est très intéressant, Marie, c'est de dire que, en fait, votre cerveau ne peut plus faire comme si il n'y avait pas ce troisième trombone. C'est-à-dire qu'à la fin, peut-être que vous prendrez le premier, mais si vous prenez le premier, c'est par opposition au troisième. Et si vous prenez le troisième, c'est parce qu'il y en a un qui est tout seul. Mais par contre, la question de choisir entre le premier et le deuxième ne se pose pas, puisqu'ils sont identiques. Et si on vous dit vous préférez le premier ou le deuxième, vous direz peu importe. C'est assez bizarre que vous disiez je veux vraiment le deuxième parce qu'il me paraît plus intéressant que le premier. Donc l'effet de rareté, c'est le simple fait que le cerveau, une fois qu'il sait que c'est unique, eh bien, a tendance à valoriser les choses rares, à valoriser les choses uniques. Voilà. Donc, merci Mathilde pour l'illustration. Ça fonctionne avec alors, on ne vous a pas dit, mais bon, moi, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui a 6 ans qui s'appelle peu importe. Il a 6 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce petit garçon, si vous lui présentez 5 billes vertes et une bleue, et que vous présentez les 6 billes à son copain Gauthier, par exemple, et à lui, eh bien, vous pouvez être certain qu'ils vont vouloir la seule qui est unique. Ça fonctionne aussi avec des adultes chez EY, à qui vous proposez, ou dans n'importe quelle organisation, à qui vous proposez un client rare ou une destination unique ou je ne sais pas, formation où il n'y a qu'une place. La formation où il n'y a qu'une place va beaucoup plus vous intéresser que la formation où il y a 22 places. Peu importe le sujet de la formation. Donc, et là, derrière, si des gens sont sceptiques en disant non, parce que ça dépend du sujet de la formation, et moi, même s'il n'y a qu'une place, ça m'intéresse moins, je suis d'accord avec vous, mais simplement bien avoir à l'esprit que notre cerveau va avoir l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, dans le networking, effet de rareté, mais qu'est-ce qui va me permettre, toujours en restant soi-même, je ne vous demande surtout pas de dire des informations qui sont fausses, mais qu'est-ce qui va me permettre de me différencier? Qu'est-ce qui est rare chez moi? Alors, pour vous, ça va paraître évident. Je prends l'exemple parce que ça m'amuse toujours. Des gens qui parlent un certain nombre de langues. Bah oui, mais c'est normal. Oui, mais tu sais, au milieu, moi, j'ai telle et telle langue. C'est des langues maternelles. Sous-entendu, ça n'a pas de valeur. Mais parce que toi, tu es habitué depuis que tu es né à parler ces langues-là. Mais c'est extraordinaire. C'est un effet de rareté très fort. Par exemple, donc, qu'est-ce qui est rare chez nous? Qu'est-ce qui nous différencie des autres personnes? Qu'est-ce qui va, chez EY, vous différencier de la concurrence? Alors, on a une super question d'Yvette, et merci, parce que c'est typiquement le genre de question qu'on peut amener nous-mêmes, mais là, quand elle arrive, c'est génial. Alors, pourquoi doit-on promouvoir la diversité en recrutement? Alors, pour une raison simple, c'est que la richesse d'une équipe, la richesse, je vais même aller, on ne va même pas être uniquement en richesse humaine, on va être le chiffre d'affaires, les résultats financiers d'EY
vont dépendre de la richesse des points de vue et de la capacité à traiter tout type de situation et de la capacité d'avoir des personnes différentes qui vont pouvoir échanger sur les points de vue pour pouvoir envisager tous les cas, avoir une vision large et ne pas louper une partie de la décision. Et donc, du coup, l'idée n'est pas tellement de promouvoir la diversité en recrutement. L'idée, c'est de se dire que les gens rares avec des compétences rares vont apporter à l'organisation. Mais derrière, vous voyez bien que le mot que nous utilisons, c'est le mot de compétence. C'est-à-dire que la vraie diversité, ce n'est pas tellement la diversité ethnique ou homme-femme ou des âges ou toutes ces choses-là sur lesquelles on s'arrête. Mais la vraie diversité, ça va être la diversité des compétences qui vont être portées par tout un tas de personnes. Il y a beaucoup de messages qui arrivent dans le chat. Merci beaucoup. J'essaie de les lire en même temps. J'essaie de bien me concentrer. Marie-Laure nous met… je suis sur le chat, Mathilde, ne t'inquiète pas. Marie-Laure nous dit « Ça ne marche pas en recrutement où l'on choisit des clones plutôt que la personne la plus rare. » Alors, c'est là que c'est vraiment très intéressant parce que, en fait, la question devient… On ne va pas parler du recrutement en général chez EY. On va parler de vous, les personnes que vous recrutez. C'est-à-dire que quand vous recrutez, vous avez la possibilité de recruter la personne qui a les meilleures compétences. Et donc, du coup, la question devient, quel est le sourcing? Comment est-il fait? C'est-à-dire, où est-ce que vous allez? Quelles sont les écoles, par exemple, si ce sont des juniors auprès desquels vous vous adressez? Et derrière, vous, en tant que manager, vous, en tant que recruteur, quelles sont les idées que vous allez promouvoir? Et moi, de la même façon qu'il ne faut pas prendre des gens rares pour des gens rares, il ne faut pas prendre des gens les mêmes pour les mêmes. Le sujet devient, quelle est la meilleure personne pour répondre à mes compétences? J'ai une bonne nouvelle, Marie-Laure. Je dédicace la loi numéro 4 et on fera le lien. Ça, c'est un parfait teaser pour garder les participants. Amélie nous pose une super question pareille. Bon, après, on est beaucoup trop enthousiastes sur les questions, mais en vrai, elles sont intéressantes. Merci, Marie-Laure, mais c'est un sujet qui demande plus de… On va y revenir parce que c'est vraiment fondamental. On n'est pas là pour vous dire ce qui est bien. On n'est pas là pour être gentil et vous donner les bonnes réponses. On est vraiment là pour dire que vous connaissez dans vos environnements de travail cette personne qui est différente de vous et qui vous apporte des choses et qui vous apprend des choses. Donc, Armel nous dit, ce qui est rare chez nous peut dépendre de l'environnement dans lequel on se trouve. Non, absolument. C'est-à-dire que la rareté est complètement relative. Je vais prendre un exemple parfait. Donc, je suis en France. Voilà. Moi, je suis à Bordeaux. Thomas est à Paris. Très bien, pourquoi pas. Je suis à l'autre bout du monde, par contre. Et là, je rencontre Thomas. Incroyable, un Français, quelle joie. Donc, bien sûr que l'effet de rareté dépend de l'environnement. C'est un petit exemple. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Ouais, pardon, Mathilde. Non, je te laisse. C'est juste là où ça va devenir intéressant, c'est que si jamais vous êtes dans un atelier, par exemple, de networking chez EY, le fait de dire que vous êtes chez EY n'a pas vraiment d'effet de rareté. Même le fait de dire que vous êtes, pour certains associés, etc., finalement, ça n'a pas beaucoup de rareté. Si vous allez en dehors de ce cercle-là, si vous allez dans un cercle de musiciens, par exemple, et bien d'un coup, la rareté… C'est l'unique personne. C'est le seul. Voilà, donc je suis complètement en phase. Stéphanie nous dit, sur la question du recrutement, au fond, la soumission à l'autorité est plus forte que l'effet de rareté. Alors, Stéphanie, c'est notre conclusion. Donc, merci. Non, mais l'idée, ça va être de dire que la force de ces lois, c'est de les combiner. Et du coup, on se rend compte que quand on a la soumission à l'autorité, par exemple, tel candidat ou telle candidate qui a fait telle école, qui a travaillé dans tel cabinet concurrent, sur telle pratique ou tel client qui est important pour nous, si on cumule le fait que cette école, il n'y a pas beaucoup d'élus, que ce client, il n'y a pas beaucoup d'élus, qu'il y a peu de gens qui viennent de telle entreprise ou de telle… Si on cumule soumission à l'autorité et effet de rareté, on se rend compte derrière que notre cerveau va avoir beaucoup de mal à ne pas choisir cette personne pour des raisons qui sont, alors on n'a pas encore donné le mot et c'est mon rôle de le donner maintenant, mais que l'on appelle des biais cognitifs. Les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, toutes les lois de Robert Cialdini sont l'illustration de biais cognitifs. C'est le fait que nous avons dans notre cerveau des forces qui nous font prendre des décisions. Et donc, du coup, si on connaît ces forces, on est plus fort que si on ne les connaît pas. Les biais cognitifs, on pourrait faire un sujet entier uniquement sur un webinaire. C'est super. Et merci encore une fois de prendre votre d'écrire dans le chat parce que c'est ce qui donne de la richesse à ce genre d'échange. Pardon Mathilde, on a Marie-Yolande qui nous a dit quelque chose. Elle nous dit intéressante la mise en perspective de la rareté par rapport à un environnement donné. Je vais me permettre de donner un exemple un peu réel, vécu.
J'ai compté que j'étais allé 17 fois depuis 2016 à Beyrouth, au Liban. Voilà, environnement dans lequel nous donnons des formations à l'École supérieure des affaires, à l'EUB, American University of Beirut, et à l'Université de Balamand, pour ceux et celles qui connaissent. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'y suis allé il y a 3 semaines et j'y retourne du 9 au 11 mai. Et je peux vous dire que quand vous vous retrouvez à Beyrouth avec des coupures de courant, parce qu'il y a des coupures de courant, il y en a à peu près 3-4 par jour en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Quand vous vous retrouvez dans une ville où vous avez 1,5 million de réfugiés par rapport à 3 millions d'habitants, enfin dans le pays, quand vous vous retrouvez dans une ville où la monnaie a perdu 12 fois de sa valeur en quelques mois et où les gens ne peuvent plus retirer au distributeur, vous vous rendez compte simplement, je vais pas faire larmoyer, hein, je veux dire, surtout que les Libanais sont très dignes aux épreuves qu'ils traversent, mais je vais simplement dire qu'en changeant l'environnement comme ça, mes problèmes de notes de frais quand je rentre à Paris me paraissent dérisoires. Et donc, l'idée n'est pas forcément d'aller dans un environnement plus dur. L'idée, c'est d'aller dans un environnement différent pour prendre conscience de ce qui est plus ou moins rare dans notre environnement à nous. C'est ce qui s'appelle, pour ceux qui travaillent en développement personnel, la carte du monde, plus ou moins élaborée. Mathilde, tu veux continuer ou tu veux que je lise un commentaire? J'ai l'impression qu'on va avoir plus des commentaires et on va dérailler. Alors, ce que je propose, c'est qu'on continue. Comme on a un petit temps de questions après. Parfait. On continue, on lit en même temps, on essaye de rebondir au maximum. Et puis, si c'est vraiment une question ultra importante, vous la mettez 10 fois dans le chat, comme ça, on sera sûr de la voir. Et il y a Anne-Sophie qui a un super message, je vais le prendre. Il y a Marie-Yolande qui met un commentaire sur la carte n'est pas le territoire, donc c'est super. On y va, Mathilde, tu peux envoyer. On a parlé... On a fait 3 lois sur 6. De soumission à l'autorité, de cohérence dans l'engagement, de rareté. On va enchaîner avec la notion de similarité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la similarité? La similarité, alors là, donc je dédicace à Marie-Laure tout à l'heure. La similarité, c'est nous sommes plus attirés par ce qui nous ressemble et par ce qui ressemble à nos aspirations. On est plus attirés par ce qui nous ressemble ou par ce qui ressemble à nos aspirations, à nos valeurs, à nos combats. La similarité. Par exemple. Quand tout à l'heure j'entendais en recrutement, on ne va pas forcément toujours vers la rareté, mais parfois par des gens qui nous ressemblent, eh bien oui, c'est la loi numéro 4, c'est qu'on est influencé par les gens qui c'est rassurant, qui sont proches de nous, qui habitent pas très loin de nous. Ce qui sous-tend cette loi, c'est ça. Ce qui sous-tend cette loi, c'est ça. C'est le côté rassurant parce qu'on connaît. Nous deux, par exemple, on a tous les deux cette passion de la transmission du contenu. C'est quelque chose qui nous a rapprochés. On vous a dit tout à l'heure qu'avec Mathilde, alors, nous pilotons un master spécial, Master of Science qui s'appelle Vente Négociation, dans lequel le seul message serait la vente est une conséquence de la relation. C'est très important comme phrase. Attends, ce qui est important, la vente est la conséquence d'une bonne relation. Ce qui est important, c'est de voir que les vendeurs, les sales, les HDR, les Key Account Managers, leur métier, c'est de créer des relations avec leurs clients. Et si vous avez une similarité, c'est le hasard. Par exemple, nous avons fait la même école. Ou par exemple, nous sommes tous les deux nés à, je ne sais pas, Évreux. Ou bien, par exemple, nous sommes tous les deux passionnés d'une équipe de hockey qui s'appelle les je ne sais pas quoi. S'il y en a une, c'est le hasard. Si vous en avez 2, ça commence à être un petit peu intriguant. 3, 4, c'est le destin. Et c'est là que si vous avez des gens bien intentionnés, ils compilent, ils additionnent ces choses-là. Mais si vous êtes mal intentionné, vous allez créer de fausses similarités. Et là, on peut basculer un tout petit peu dans l'univers perso. Moi, une de mes activités entre L'Oréal et Seven, ça a été de travailler dans l'univers du mariage. Mariage pour couple mixte, quand vous avez 2 religions, comment vous faites, notamment. Ça a bien fonctionné. Eh bien, vous voyez que les sites de rencontres, par exemple, ou le mariage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le mariage, ces logiques-là, qu'est-ce que c'est? C'est partir du principe que si nous partageons 1 point commun, 2 points communs, 3 points communs, la probabilité que nous ayons des choses à dire et derrière que nous ayons envie de vivre ensemble est élevée. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On peut challenger ce point, on peut être d'accord, pas d'accord. Mais l'idée, c'est de se dire que si on a conscience du fait qu'il y a 1, 2, 3, 4 points de similarité, la probabilité qu'on arrive à un accord ou qu'on ait envie de travailler ensemble est plus élevée. Je vais prendre ton exemple. Attends, je le prends juste avant. Du coup, j'ai un exemple chez EY. On a animé juste avant
pendant le confinement, on est passé en distanciel comme tout le monde, mais juste avant, la dernière formation présentielle qu'on avait animée, sur du networking et personal branding d'ailleurs, je me suis retrouvée dans une salle avec mon collègue où il y avait une vingtaine de participants. On pose des questions, etc., sur les participants, et là, on découvre qu'il y a 2 femmes qui rentrent de congé maternité. Très bien, c'est amusant, la même semaine, elles se regardent. Ah, toi aussi, un petit sourire, un petit clin d'œil, très bien. Et puis on échange, moi je ne peux pas m'arrêter là, donc je dis, ah bah, très bien, vous avez une fille et un garçon, et toutes les 2 ont un garçon. Ah, deuxième similarité. Comment est-ce qu'il s'appelle? Toutes les 2 ont découvert qu'elle l'avait appelé Gabriel. Ça m'a marqué, c'était chez vous, dans vos locaux. Et en réalité, ces petits points communs, tout simples, là de la vie personnelle, on fait, je me souviens, on avait terminé à 12h30, qu'elles sont parties aller déjeuner toutes les 2. Et je sais qu'en revenant à 14h, là, on continue la formation, il s'était passé quelque chose, il y avait eu une connexion. Vous voyez, pourquoi et comment développer le réseau? Finalement, parfois, c'est un petit point commun, puis un deuxième, puis un troisième, comme disait Thomas, qui vont venir influencer nos choix. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'associer qu'à des gens qui nous ressemblent. Ça veut simplement dire que quand on a des points communs, ben, ça nous attire et ça nous donne envie d'en savoir plus sur cette Plus ces points communs sont précis, c'est là qu'on peut cumuler avec l'effet de rareté, plus on se rend compte qu'on va être mécaniquement amené à se rapprocher de ces gens ou au contraire de s'en éloigner, encore une fois. Je vais revenir sur la question qui a été donnée dans le chat tout à l'heure, très intéressante par Anne-Sophie. Ces biais et notre tendance naturelle à obéir à ces lois ne sont-ils pas très influencés par notre culture? Vous voyez bien que si on les cumule avec l'effet de similarité, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la similarité va faire qu'on va avoir un rapport particulier à certaines personnes d'un pays, d'un continent, simplement parce qu'on a une attache unique à ce pays ou à ce continent. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous sommes tous le fruit d'une culture, d'une éducation, de racines. Nous avons tous des racines. Et ces choses-là, effectivement, influencent, et le mot est bien choisi, influencent absolument ces biais et notre tendance naturelle à obéir. Ce qu'il faut simplement dire, et après, Mathilde, on passe à la 4e loi, c'est le fait que Robert Cialdini nous dit que ces 6 lois s'appliquent à tous les êtres humains. Et donc, du coup, alors après, on peut challenger la théorie, bien sûr. On peut y apporter de la nuance, mais c'est a priori au niveau du genre humain et pas au niveau, par exemple, des Occidentaux ou de telle autre catégorie. Après, c'est là que nos compétences s'arrêtent là parce qu'on se repose sur sa théorie. Mais en tout cas, nous, on l'a constaté dans tous les environnements dans lesquels on a travaillé. On a fait exprès de présenter la rareté et la similarité à la suite, parce que quand on commence par similarité, on nous demande la rareté, et quand on parle de rareté, on nous parle de similarité. C'est le cas, là, je lis encore vos commentaires dans les chats, on a besoin de diversité, on a besoin de tout ça, je suis complètement d'accord. Et du coup, l'idée, c'est simplement de comprendre que notre cerveau se fait influencer quand on trouve ces points communs avec les personnes. Comment on fait j'essaye encore et toujours de donner des astuces pour la partie développer son réseau. On est dans le réseau LNU aujourd'hui. Et donc moi, je vous invite par exemple à aller dans des réseaux de femmes. Moi, j'ai été stupéfaite ces dernières années du nombre de réseaux de femmes qui se sont développés et qui sont une source incroyable de rencontres, quelles que soient les villes. Il y a des réseaux locaux, nationaux. À Bordeaux, il y a les Écolo Girls qui sont un vrai réseau, mais il y en a plein d'autres en fonction de vos aspirations aussi. Mes bonnes copines, il y a des réseaux nationaux. Allez sur Google, vous cherchez vraiment en fonction de vos aspirations. Il y en a des centaines. La similarité devient un prétexte rassurant. Exactement. Et derrière, ça ne vous empêche pas d'aller dans tout un tas d'autres réseaux différents, mais il faut vraiment se dire, et là, ça s'adresse surtout aux personnes qui sont sur le côté oser, le côté faire le premier pas, aller dans des environnements rassurants, aller dans des environnements bienveillants, aller dans des environnements avec des amis, avec des personnes qui vous rassurent. Ce n'est pas là que vous aurez le plus de richesse. Le plus de richesse, ce sera dans des environnements complètement différents, mais c'est une première étape. Et derrière, cohérence dans l'engagement oblige. Voilà, cohérence dans l'engagement oblige. Il y aura la première, la deuxième, la troisième. Et puis un jour, peut-être que, et je vais pas dire ça, peut-être que vous en aurez ras-le-bol de cet environnement très protecteur que vous avez construit. Et peut-être que là, vous vous sentirez prête à aller dans un réseau de gens, soit qui partagent une passion ou un sujet qui est complètement nouveau et différent, soit au contraire qui est complètement en opposition du vôtre. Mais ça, ce sera l'étape d'après. On ne sait pas à quelle étape vous êtes, donc on essaie de vous donner des tips de tous les côtés. Pour clôturer celle-là simplement, c'est une question de mesure. C'est vraiment une question de mesure. Si vous n'êtes qu'avec des gens comme vous, bien sûr que ça n'a pas de richesse. Donc vraiment, c'est une question de mesure. Mais après, quand on dit ça, faudrait aller un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est pas un jugement là qu'on fait. On n'est pas en train de dire ouverture égale bien. On est en train de dire que c'est le fonctionnement du cerveau humain.
On est en train de dire que les neurones, les synapses, et je ne vais pas faire le grand scientifique parce que je n'en suis pas un, mais qu'il y a un lien fort entre l'intelligence, et nous, Seven, d'ailleurs, fait référence aux intelligences multiples, il y a un lien fort entre l'intelligence et la capacité à développer des chemins neuronaux différents. Et donc, du coup, toute cette logique-là, c'est de se dire que plus on a une ouverture d'esprit, plus on a voyagé, rencontré, discuté, partagé, plus on a une capacité derrière à prendre la bonne décision, à aller au bon endroit. Donc, derrière, hein, cette théorie, elle se repose sur le fait que même si la similarité rassure, l'ouverture d'esprit permet de se nourrir et d'être littéralement, au sens Seven, intelligent. Et intelligent, sachant qu'il y a plusieurs formes d'intelligence que l'on peut travailler. Tous les outils que nous vous partageons avec Mathilde depuis maintenant 53 minutes eh bien, vont dans le sens de développer cette intelligence que nous appelons l'intelligence interpersonnelle, la capacité à créer plus ou moins des liens avec quelqu'un d'autre. Vous avez créé cette petite slide, vous la voyez sans doute, pour clôturer la similarité. Mais voilà, quand il y a des casquettes toutes sobres et celles d'EY, on avait alors, on ne la voit pas, ou alors c'est moi qui ne la vois pas. Si tu peux la mettre, oui, parce qu'elle est amusante. Elle est amusante et pareil, comme tout à l'heure, y a-t-il une casquette qui vous interpelle? Nous allons dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a une casquette qui vous interpelle parmi celles-là? Elle arrive dans 1 minute, elle arrive dans 20 secondes, dans 10 secondes, elle est là. Alors, de la même façon, s'il fallait choisir une casquette. Voilà, la similarité va faire que, alors EY, c'est l'univers professionnel. Est-ce qu'on met des casquettes chez EY? La question se pose. Mais voilà. C'est sur votre site officiel. Hein. L'idée, c'est de se dire, voilà, une casquette me parle plus ou moins qu'une autre. Et donc, voilà, on est confronté ici à la similarité. On a mis 3 et 3 pour ne pas tomber dans le point de la rareté. Si on avait mis une EY et 5 noirs, ou bien une noire et 5 EY, la question n'aurait pas forcément été EY, mais plus le côté, elle est unique. On va passer à la loi suivante. Il nous reste 2 lois. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait finir pour… voilà, vous êtes connectés nombreux encore, donc c'est super. On va se dire qu'on va finir à 13h10. Donc, ça fait encore à peu près 13h10 et que ça fera une vingtaine de minutes derrière pour échanger, pour continuer ou pour revenir sur les questions qui ont été abordées ou celles que vous nous avez envoyées. Vous avez 2 possibilités d'envoyer les questions dans le chat et puis les questions directement dans Q&R. On a reçu quelques questions. Si vous voulez, par exemple, ne pas… voilà… garder parler sans que ce soit visible de tout le monde. Absolument. La loi suivante, c'est alors, tu vas commencer par l'illustrer avec un schéma, c'est ça? Absolument. Alors. C'est toi qui tu veux Parfait. Oui, merci, bien sûr, c'est ce qu'on s'était dit, c'est tout bon. Donc, cette loi, on l'illustre avec un petit schéma qui correspond à un film que peut-être vous avez vu, qui est un film qui s'appelle Joyeux Noël. Un film de Christian Carion avec Diane Kruger, Guillaume Canet, Danny Boone. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Si vous regardez, donc sont schématisés des tranchées. Donc c'est un petit peu triste d'ailleurs de se dire qu'en ce moment, il y a des situations similaires en Ukraine. Disons que quand on prenait cet exemple, on était assez loin d'une guerre en Europe. Passons, excusez-moi pour la parenthèse. Vous avez au nord, en haut, la France avec le drapeau français, en dessous l'Allemagne. Et vous avez 2 lignes qui symbolisent des tranchées, avec un no man's land entre les deux. Les flèches de gauche qui montent et qui descendent sont des flèches de tir de mortier, d'obus, où je te tire dessus, tu me tires dessus. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était le soir de Noël. Il y a eu les autres flèches, donc les flèches qui dépassent largement, voilà, et qui ont fait que pendant quelques heures, les soldats se sont évités. Et on tirait, et le premier, en fait, les Allemands ont tiré loin et ont envoyé un message en fait, aux Français qui était un message de évitons-nous. Et le Français, voyant où était tombé l'obus, a réalisé que ce n'était pas possible de tirer non intentionnellement à cet endroit. Et donc, du coup, pendant quelques heures, les Français et les Allemands se sont évités. Ce que nous voulons illustrer avec cet exemple, c'est le principe numéro 5. Alors, il n'y a pas d'ordre, c'est nous qui les avons numérotés comme ça. Principe qui s'appelle le principe de réciprocité. Tu me tires dessus, je te tire dessus. Tu m'évites, je t'évite. Ce principe de réciprocité, il est central quand il s'agit de parler de commerce, de business développement, de relations. Absolument central. Ce qui se cache derrière la réciprocité, c'est le fait que depuis que nous sommes petits,
Les personnes qui nous ont élevés nous ont appris et si vous avez dans votre entourage des jeunes enfants, vous le voyez, les jeunes enfants, vous leur dites bonjour, ils ne vont pas spontanément répondre. Et vous allez leur dire, la personne t'a dit bonjour, Réponds à la on dame. répond bonjour. Tu as été invité par un ami pour un anniversaire, tu fais une réponse. On apprend en fait la réciprocité. Tu me donnes, je te donne. Je te passe la parole, Mathilde, pour Donc là, illustrer effectivement, encore plus. on s'est construit dans l'échange. Construit dans l'échange, ça veut dire quoi? Je fais toujours ça quand tu as cette chose-là. Mais voilà, imaginez-vous au tennis où vous lancez une balle, ben, l'autre répond, etc. De la même manière, si je viens vous offrir un café, je vais vous offrir un café une fois, je vais vous offrir un café deux fois. La probabilité pour que la fois d'après, ce soit vous qui m'invitiez, elle est forte. Et ce que j'aime dans cet exemple, c'est simplement de se dire qu'on est construit sur le fait d'avoir cet échange et qui permet, voilà, je t'aide, puis tu m'aides, je te parle, tu me réponds, je te follow, tu me follow back, Alors, etc. c'est le fonctionnement des réseaux sociaux. Le fonctionnement des réseaux sociaux, au début, c'est je t'invite, tu m'invites, je te follow, tu me follow back, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre dans ce message-là, sur la loi de réciprocité et le lien avec le networking, c'est de se dire que, de façon inconsciente, on est paramétré pour répondre aux personnes qui nous sollicitent ou pour rendre aux personnes qui nous ont rendu service. Donc, si on est un salaud, et passez-moi enfin voilà, je suis très direct, mais si on est mal intentionné, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va répondre à des faux besoins. On va créer de la fausse dette. On ira voir la personne en disant, ça fait quand même 3 fois que je te rends service, donc là, est-ce que tu pourrais me rendre service? Mais si on est bien intentionné, on va se rendre compte que la meilleure façon, et là, je vais citer un professeur de l'ESCP que je trouve très intéressant, qui s'appelle Philippe Gabillet, que peut-être vous connaissez. Il a écrit des livres qui s'appellent Éloge de l'enthousiasme ou Éloge de la chance, notamment. Et Philippe Regardez Gabillet, ces vidéos, elles sont voilà, c'est un type inspirant. Donc là, vous avez vu, soumission à l'autorité, c'est un prof de l'ESCP, donc sous-entendu, c'est bien. Si j'avais dit que c'était un jeune stagiaire chez Michelin, ça aurait sans doute eu moins d'impact. Mais en l'occurrence, il est prof à l'ESCP. Et Philippe Gabillet, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la meilleure façon d'avoir des opportunités, c'est d'en être une soi-même. Alors, il dit plein d'autres choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire en être une soi-même? Et là, je vais illustrer avec les cartes de vœux. On a beaucoup de gens qui me disent, moi, faire du réseau, ça se résume à envoyer des vœux. Et moi, ce que je dis, c'est qu'envoyer des vœux, c'est sympa, et c'est bien, et continuer à le faire parce qu'il y a trop peu de gens qui le font. Mais la réalité, c'est que les vœux que je reçois, j'ai quelques bons amis, et j'ai tous les intervenants indépendants qui n'ont pas beaucoup de réseau et qui pensent que le développer, c'est envoyer leurs vœux. Et moi, ce que je dis là-dessus, c'est que la meilleure façon de développer son réseau, c'est de rendre service aux gens qui vous demandent. Et ça, c'est vraiment un point crucial, je me permets d'insister, mais rendre service à la personne. Vraiment, une des bonnes façons, une des les plus importantes. Et après c'est pas parce qu'on est gentil qu'on rend service. C'est pas parce qu'on est gentil. C'est parce que profondément, ça nous intéresse d'aider cette personne. Sincèrement, voilà. Et derrière, est-ce que ça reviendra, oui ou non? Probablement. On ne sait pas quand. Alors après, on peut être très direct avec les gens. On peut leur dire, écoute, je vais te rendre service parce que moi, ça me permettra d'eux. On peut dire les choses, mais ça n'est pas nécessaire. Parce que le principe de réciprocité fait son effet. Si vous regardez le développement d'une entreprise comme Seven, pendant à peu près 6-7, en fait, on a toujours gardé les formations en école. Tous les étudiants à qui on a donné les formations, qui ont apprécié nos contenus, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous apprécié nos contenus, mais tous ceux avec qui on a créé de bonnes relations, qui ont apprécié nos contenus, eh bien, mécaniquement, des années après, si on les ressollicite ou qu'ils nous ressollicitent, la réciprocité fait que spontanément, ils vont penser à nous. Si vous réfléchissez, vous, chez EY, aux clients à qui vous avez, je ne sais pas moi, trouvé une solution, aidé particulièrement, aux collaborateurs avec qui vous avez créé une relation particulière parce qu'un jour, ils vous ont demandé de l'aide, eh bien, vous savez très bien que si là, vous les sollicitez ou qui vous sollicite à nouveau, eh bien, vous le ferez au nom du principe de réciprocité. Cette forme, je pense même, on l'a mis en 5e position parce qu'on l'a mis en 5e position. Ce que je veux simplement dire, c'est que s'il y avait une chose à retenir d'un lieu où on fait du networking, c'est le fait que voilà, être une opportunité permet de créer des opportunités. On est paramétré pour répondre. On est vraiment paramétré pour répondre. Donc, gardez ça en tête. Et après, Mathilde, c'est ce que tu dis, on est paramétré pour répondre. Et du coup, sachant qu'il y a ce principe de réciprocité, donnez-vous la permission, autorisez-vous. Donc là, c'est un langage très développement personnel, mais ne vous laissez pas avoir, entre guillemets, par ce biais cognitif, c'est-à-dire,
sachez dire non. Sachez dire non. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que 3 fois de suite, tu m'as invité que la 4e, ça va être à moi de t'inviter. On va pouvoir s'arrêter là, même si ça va vous demander un effort. Ça va vous demander un effort parce que ça va aller contre une force qui travaille en vous parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes construits comme ça. Quand on s'est présenté au tout début, on a dit nous avons animé ce même contenu auprès d'Isabelle Copin-Dumay notamment, et c'est elle qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Réciprocité. C'est exactement ça. Isabelle, elle a aimé ton contenu, Mathilde, que tu avais donné dans le cadre des Learning Summer Event, Learning Summer Session Learning. Et donc, du coup, parce qu'elle a aimé, quand il a fallu trouver des gens pour animer, elle a proposé ton nom et elle a dit réciprocité, c'était bien, j'ai envie d'en faire partager. On espère d'ailleurs, tiens, c'est bon, les gens restent, ou alors ils sont... Mais voilà. Restez bon appétit, il est 13h pour ceux qui sont en train de manger en nous regardant. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger en nous regardant, c'est tout à fait ça. On pense à vous et on pense aussi à ceux qui regarderont le replay à 17h et qui se demanderont bien pourquoi on leur parle du déjeuner. Exactement. Alors, dernière loi. Alors, la dernière loi, c'est une loi qui s'appelle la pression sociale. Alors, comment on peut l'illustrer, cette loi? La pression sociale, pareil, je vais vous partager une petite slide, une dernière slide. Vous avez vu qu'on essaye au minimum les slides chez nous. C'est quelque chose qu'on fait peu. C'est important, oui. On vous partage cette dernière slide pour vous présenter la 6e et dernière qui s'appelle la pression sociale. Alors, je la présente, Mathilde, ou c'est toi? J'y vais? Parfait, vas-y. Merci beaucoup. Donc, celle-là, c'est une expérience d'un homme qui s'appelle Salman Ash. Et l'idée est assez simple. Vous avez 3 bâtons, 1, 2, 3. Et on va demander à un groupe d'individus quel est le bâton égal au bâton A, qui est le bâton repère, référentiel, témoin. Et on va demander ça à, mettons, une vingtaine de personnes. Et sur les 20, vous avez 20 personnes qui ont été briefées, qui sont des cobayes, qui sont des complices. Et puis, vous avez un cobaye, une personne qui n'a pas été briefée. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, si on pose la question à une personne briefée pour dire que le bâton le équivalent à la taille A, c'est le 3, première personne dit c'est le 3, deuxième personne dit c'est le 3, troisième personne dit c'est le 3, que des personnes qui ont été briefées, quatrième personne dit c'est le 3. Et vous avez la 5e personne qui est la personne cobaye, sujette de l'expérience. Et là, la probabilité que cette personne dise que c'est le 3 est de 37%. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le chiffre. Ce qui nous intéresse, c'est là ce que je vais dire sur les 2 raisons qui poussent cette personne à dire que c'est le 3. Première raison, la personne se dit, il n'est pas possible que les 5 personnes avant moi se soient trompées. J'ai du mal à comprendre, je ne me fais pas confiance. Nous avons ici une distorsion au niveau du cerveau. C'est-à-dire, je n'ai pas dû comprendre, je me fais pas confiance, qu'est-ce que j'ai pu… Enfin, voilà, on croit vraiment que c'est le 3. Donc ça, c'est je ne me fais pas confiance. La deuxième option, qui est exceptionnelle, je trouve, qu'on aime bien partager avec Mathilde, c'est le fait que vous savez que ça n'est pas le 3 et que c'est le 1. Vous le voyez, c'est évident. Vous avez vu la première personne dire que c'était le 3, la deuxième dire que c'est le 3. En fait, vous savez que les 5 personnes avant vous se sont trompées. Mais vous ne souhaitez pas être cette personne qui sort du lot. Vous ne souhaitez pas être cette personne qui se lève et qui dit « Mais enfin, vous voyez bien que ce n'est pas le 3, c'est le 1 », avec tout le monde qui va vous regarder. Et vous allez expérimenter, à ce moment-là, la pression sociale. Est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer ça? Et après, on fait évidemment le lien avec le networking pour voir comment ça peut aider les personnes qui nous écoutent. La pression sociale, il y a vraiment cette notion de force. Oui. Et sociale, quand on entend social, c'est la notion de maintenir son individualité au sein de cette force. Et du coup, pression sociale, c'est vraiment cette façon, la loi du nombre, on l'appelle la loi du volume. C'est-à-dire c'est une loi qui vient vous montrer votre capacité à ne pas dire ce que vous pensez. D'ailleurs, la loi vous dit que la probabilité de suivre le groupe contre votre propre perception est de 37%. C'est-à-dire qu'une fois sur 3, un tiers du temps, vous allez suivre le groupe contre votre propre perception, que vous en soyez conscient, comme l'a dit Thomas, vous le savez, mais vous ne voulez pas être le fameux petit canard qui va venir contre le groupe. J'ai des super commentaires. Vous ne savez pas vous douter. J'ai des super commentaires, c'est pour ça que je te coupe. Alors j'en ai un avec 3 petits points, j'adore. C'est
Dans le contexte actuel de la pression des sondages, ça fait réfléchir. Donc là, on est à 2 doigts. Attention, il ne faut surtout pas partir en politique dans l'entre-deux tours. Donc évidemment, mais vous sentez bien que la pression sociale des sondages, les notions de vote utile, c'est clairement ces sujets-là. C'est-à-dire la pression sociale, quelles sont mes convictions, quelles sont les convictions du groupe, que faut-il faire, comment j'arrive à maintenir mon individualité ou à suivre le groupe. Et là, voilà, on vous renvoie chacun à vos choix. Vous avez l'expérience, il y a des questions sur le nombre de personnes, le volume, les groupes, si on est plus ou moins timide dans un groupe de 10, 200. Il y a un exercice que j'aime beaucoup. Faites ça un jour. Vous rentrez dans l'ascenseur, vous vous mettez d'accord avec 3, 4, 5 personnes et au lieu de rentrer, vous savez, toujours dans le même sens, eh bien, mettez-vous sur le côté, tous. Et vous allez voir, les gens qui rentreront dans l'ascenseur EY, eh bien, se tourneront automatiquement. Je l'ai fait dans votre ascenseur. Vous étiez peut-être cette personne-là à ce moment-là. Mais voilà, pression sociale. On a vu des commentaires dans le chat. Il y en a pas mal qu'on n'a pas encore exprimé, mais en fait, toutes les demandes précises, comme ça, on répondra. On vous enverra un message précis. Je vois Marie-Laure qui nous demande ça. On va vous envoyer les liens. Comme ça, ce sera utile pour vous. L'expérience de H dans la vidéo, on voit, je crois qu'il y a 6 ou 7 personnes. Et il y a quelque chose de très, très intéressant, c'est que ce qui fait la réussite de cette expérience sur la pression sociale, c'est l'unicité. C'est-à-dire quand vous avez une seule personne, pardon, ce n'est pas l'unicité, c'est le fait que tout le monde avant vous ait eu une réponse différente. Tout le monde avant vous ait eu la même réponse, en l'occurrence, là, le bâton numéro 3. Si vous avez une personne dans les 5 ou 6 avant vous qui dit la bonne réponse, le 1, à ce moment-là, le taux de pression sociale tombe à 5%. Bon, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, mais l'idée, c'est de se dire que quand tout le monde est d'accord, c'est beaucoup plus dur, alors que si vous avez un allié, vous ne direz pas que c'était un allié, mais vous n'êtes plus tout seul. Voilà. On s'est engagé à 13h10, on a essayé au maximum de vous donner des tips. J'ai un point à donner. Attends Mathilde, j'ai un point à donner. C'était le lien que nous avons préparé sur la pression sociale. Voilà, on a dit c'est savoir dire non. Et la deuxième chose, c'est en fonction de comment on gère le regard des autres. C'est-à-dire que là, ça passe souvent par le regard des autres et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on a beau vous dire ne suivez pas la pression sociale. Voilà, en fait, c'est pas forcément ne la suivez pas. Prenez conscience du fait que c'est une force très forte. Et le regard des autres, ça va aller, par exemple, dans un groupe. Si vous êtes dans un groupe d'amis en qui vous avez confiance ou même avec des collègues en qui vous avez entièrement confiance et vous savez que vous pourrez, quoi qu'il arrive, exprimer votre point de vue, même s'il est différent et qu'il n'y aura pas ce jugement, mais qu'il y aura un échange intellectuel, là, vous oserez beaucoup plus facilement prendre la parole que dans un groupe où vous subirez peut-être un petit peu plus ce fameux regard des autres. Je pouvais illustrer avec un dernier exemple et puis après donc du coup on va passer la parole du coup à Laurence qui va conclure et puis derrière on restera avec ceux qui le souhaitent pour les questions-réponses et d'ailleurs on parlera aussi des quelques formations qu'on nous a demandé de mentionner pour celles et ceux qui veulent aller plus loin sur ces sujets. Je voulais juste dire que chez L'Oréal, on avait une magnifique technique de vente qui considérait à appeler les gens en disant nos bons clients utilisent ce produit, est-ce que vous voulez l'essayer? Et vous voyez, nos bons clients utilisent ce produit, très difficile d'un point de vue social de dire écoutez, non. Donc vous direz souvent des phrases du genre, alors qu'il faut dire non évidemment, vous direz des phrases du genre écoutez, mettez-moi un pour essayer, ou ça m'intéresse, racontez-moi. Et vous retrouvez une espèce de rapport comme ça. Mathilde, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on a dit ce qu'on voulait dire? On a dit ce qu'on voulait dire. J'ai une dernière chose que je t'ai pas dit dans mes petites notes en relisant. J'ai eu un exemple. Alors, pour les personnes qui sont en transition, il y a peut-être des personnes qui sont en transition, je ne sais pas. Ou pour les personnes qui ont envie de prendre ce temps-là, mais c'est un bon exercice de networking, c'est de fixer des déjeuners. Alors, moi, je l'ai fait pendant à peu près 4 mois, toutes les semaines. C'est un rythme à prendre. Hein. Vous fixez un déjeuner avec quelqu'un de votre entourage. Avec la même personne? Tu te rends compte, ça s'appelle un date. Donc, vous fixez un rendez-vous toutes les semaines avec quelqu'un de différent, bien entendu, de votre entourage, professionnel, personnel, qui voulez. Et l'idée, c'est de contacter cette personne en lui disant, voilà, j'aimerais que tu me racontes ce que tu fais, ton travail, ton métier, tes aspirations. Et donc, d'orienter le déjeuner vers la personne. Ce n'est pas un déjeuner d'amis où on se raconte où est-ce qu'on part en vacances ou comment va notre famille. C'est un déjeuner où on va être en écoute active. Thomas l'a mentionné tout à l'heure et ça me semble vraiment important de le dire. On va être en écoute active et on va vraiment aller
écouter l'autre gratuitement, prendre le temps, parce qu'on est toujours meilleur en networking quand on a le temps, quand c'est pas calculé, quand c'est pas en avance, c'est sincère. Et du coup, on va aller rencontrer cette personne. Ça fait référence à la loi de la réciprocité. On va prendre ce temps de déjeuner que d'autres n'auront finalement pas fait. Les déjeuners que j'ai pris il y a 7 ans, je m'en souviens encore, et ça a créé des relations extrêmement fortes, dont certaines ont donné lieu plus tard à des formations. À l'époque, j'étais pas encore arrivée chez Seven. Donc, vraiment, toujours garder en tête, ça c'est un tips très simple. Moi, je l'avais fait une fois par semaine. Pour ceux qui sont en recherche d'une autre vie, vous pouvez le faire tous les 2 jours. Si c'est ceux qui ont un emploi du temps très chargé tous les De mois. le mettre en tous les mois. central, en fait, de ne pas Mais le en mettre tout en cas, optionnel, de le mettre voilà. au centre de la semaine. Ça, je trouve ça intéressant. Face aux urgents importants qui arrivent régulièrement dans vos vies, on a tendance, bah voilà, ce déjeuner, on le fait sauter, etc. Et en réalité, ce sont des rendez-vous de respiration qui apportent aussi leur part de networking et qui sont très sympathiques. Alors, à ce moment-là, Mathilde, avant de passer la parole à Laurence, je vais juste dire ce que Hasiba m'a demandé de dire pour pas qu'on se retrouve en difficulté après, surtout si on garde pas tout le monde. Elle nous a simplement dit, voilà, vous avez des formations Trust, Client-Centric Foundations, Client-Centric Mindset, Client-Centric Collaboration, Négociation, Effective Presentation. Vous avez des formations données par Seven, d'autres pas données par Seven. À la limite, ce qui compte, c'est vraiment de se dire que tous les sujets que nous avons abordés peuvent être approfondis. Et dans ce cas-là, vous pouvez contacter Hasiba Fella, vous pouvez contacter l'équipe de LNU, vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de vous trouver la formation qui vous correspond. Quand Thomas dit vous pouvez nous contacter, c'est vraiment sincère parce que je tiens quand même à le préciser. Et l'autre chose, c'est de vous dire, et ça c'est aussi un tips de networking, quand vous rajoutez des gens sur LinkedIn par exemple, déjà faites-le tout de suite après avoir rencontré la personne. Voilà. Le nom est à chaud. Donc, faites-le tout de suite. Et alors, dans l'idéal, mettez un petit message personnalisé très simple, par exemple. Et là, c'est pas pour vous influencer pour le faire sur nous, même si nous, on vous accueille avec plaisir, mais c'est surtout pour vous dire, ça restera dans le suivi de l'échange. Ça restera pour la cohérence dans l'engagement, absolument. Merci pour ce webinaire, j'étais ravie. Par exemple, si on prend ce cas-là, ça a plus de valeur que quelqu'un qui nous rajoute où il n'y a rien. Et on pourra se demander quelques années après, mais au fait, comment est-ce que j'avais rencontré cette personne? On passe la parole à Laurence et après, on réembraye avec les questions, celles qu'on n'a pas abordées et celles que vous voudrez bien nous poser. À toi, Laurence. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez, comme moi, apprécié ce webcast. Je voudrais remercier évidemment Mathilde et Thomas, même si on va les garder avec nous encore un bon moment pour répondre aux questions. Je crois Isabelle nous avait dit combien elle avait été dynamisée par les formations qu'elle a reçues et je pense que je comprends ce dynamisme. Moi, j'ai retenu un certain nombre de choses que je voudrais partager avec vous et que j'ai noté au-delà. Merci Isabelle aussi d'avoir séquencé dans le chat les différentes lois pour qu'on s'en souvienne. La première chose que j'ai retenue, c'est que l'influence, c'est qu'un marteau. Je trouve que c'est assez frappant comme expression et qu'il faut utiliser les lois de l'influence avec les bonnes valeurs. Et ça, je pense que certains d'entre vous, en tout cas moi, j'ai compris ce que vous vouliez dire et combien on pouvait, avec de l'influence, faire du mal aussi. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut commencer par une chose simple. Et ça, c'est sympa parce qu'on se dit que finalement, c'est possible. Et donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, que le cerveau a tendance à valoriser les choses uniques. Je me suis dit qu'on aurait peut-être dû limiter le nombre de participants au webcast, au webinaire, parce que sinon, c'est moins valorisant, mais quand même, c'est une chose importante. Qu'on était attiré par ce qui nous ressemble et que la similarité devient un prétexte rassurant. Je trouve ça intéressant, ce prétexte rassurant, et ça donne des pistes aussi lors d'un cocktail, d'un événement où on ne connaît pas grand monde, de chercher un point de comparaison et dire tiens, c'est marrant, tu mesures 1,50 m toi aussi. C'est rassurant en fait de pouvoir dire ça. Le point d'après, c'est qu'on est construit pour avoir des échanges et que la meilleure façon de développer son réseau, c'est de rendre service aux gens qui vous le demandent. Et là, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous ou si vous l'avez expérimenté, mais quand vous cherchez du boulot, vous vous rendez compte que ceux qui sont passés par là et qui ont cherché du boulot à un moment donné sont souvent les plus ouverts, les premiers à chercher à rendre service. Et ça, c'est ceux
que ça a évoqué quand vous avez parlé du fait de rendre service et d'être construit pour avoir des échanges. Et puis enfin, c'est la dernière chose, c'est que finalement, dans 30% des cas, on suit le groupe contre soi-même. Ça fait pas mal réfléchir dans le boulot, mais aussi dans tout un tas de situations personnelles. Donc voilà, moi, c'est les différents points que je me suis notés au fur et à mesure de votre présentation. Et je voulais vraiment encore vous remercier. Et puis, ce que je voudrais dire à l'ensemble des personnes qui sont présentes, c'est qu'on espère pouvoir organiser un after-work d'ici l'été pour nous retrouver sans les barrières de l'écran et puis d'essayer d'appliquer finalement toutes ces lois qui nous ont été présentées aujourd'hui, toutes ces recommandations. Et donc, on verra à ce moment-là si les enseignements de Mathilde et Thomas sont efficaces. On aura vraisemblablement un point commun à minima, c'est d'avoir été ou d'être encore chez EY. Donc déjà, on aura une première loi qui sera cochée. Qui sera cochée, mais on essaiera de faire en sorte de mettre les suivantes en application également. Laurence, l'apéritif a l'air de faire très plaisir. On a des retours dans le chat. Bonne nouvelle, il y aura déjà des inscrits. Donc voilà un peu ce que moi j'ai retenu. Peut-être qu'on peut laisser la parole à ceux qui le souhaitent, s'il y a des questions complémentaires. Isabelle, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ce stade. Moi, juste peut-être parce qu'il y a pas mal de questions autour de la dernière loi sur la pression sociale. Moi, je me souviens que vous aviez expliqué aussi un truc et astuce, c'est-à-dire de ne pas forcément aller à un événement seul, mais d'être accompagné justement pour avoir un petit effet de groupe. Si on est 2, si on est 3 déjà à partir ensemble à un événement, du coup, ça facilite aussi le réseautage. Et donc, pour moi, ça répondait en fait aux différentes questions autour de la pression sociale, puisqu'on n'est plus un vis-à-vis d'un groupe qu'on ne connaît pas du tout, mais on est déjà 2 ou 3 vis-à-vis d'un groupe plus large. Mais du coup, ça aide aussi à faire les premiers pas et à s'intégrer dans un groupe plus grand. Donc, mais après, je vous laisserai répondre. Isabelle, tu nous permets de répondre. Tu nous permets de répondre exactement à cette question qui a été posée par, que je ne dise pas de bêtises, par Stéphanie. Comment l'utiliser pour le networking? Donc, il y a ce point-là, c'est de ne pas y aller seul. Alors, il ne faut pas y aller à 8 si vous voulez, mais y aller à 2, c'est super. Parce que en réalité, personne n'est à l'aise avec ce moment de casser la glace, ce moment un peu particulier, un peu bizarre. Et donc, du coup, je le dis ça aussi parce qu'il y a des gens qui se disent « moi, je ne suis pas à l'aise » et d'autres sont à l'aise. En fait, non. C'est simplement, certains l'ont beaucoup fait et d'autres l'ont peu fait. Oui. Et quand vous voyez, quand on était étudiante, je ne sais pas si vous aviez fait du phoning, mais si on se rappelle du phoning, alors c'est il y a longtemps, hein, mais c'est amusant le phoning parce que le 100e appel, vous le faites simplement. Vous ne réfléchissez pas. Par contre, les 2 premiers, ils vous ont pris 45 minutes. Donc là, il y a la notion d'apprentissage, il y a la notion de faire, d'y aller. Et si on se dit qu'on va avec quelqu'un qui partage les mêmes intérêts ou avec qui, au minimum, on passera un bon moment, ça permet de se lancer en fait et de passer à l'action. Et moi, je rajouterais juste, quand on va moi, je me fixe souvent des objectifs quand je vais dans des rendez-vous comme ça, dans des apéros, dans des rencontres, dans des events. Je me fixe souvent des objectifs. Voilà, tu ne rentres pas chez toi tant que tu n'as pas parlé avec tant de personnes. Tu ne rentres pas chez toi tant que tu n'as pas été en lien avec une personne qui partageait ta passion. Tu n'as pas. Et du coup, quand on part à 2, on peut se mettre aussi cet objectif. Bon, alors, allez, toi, tu seras content si quoi. Et le fait de le définir avant, ça permet, voilà, quand on y est et qu'on est un peu dans le dur, vous savez, ce moment où on a littéralement envie de repartir. Ce moment où on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et bien, si on a fait sa petite liste avant de, allez, je me motive, moi, mon objectif, c'est de parler à telle personne parce que j'ai regardé dans les participants, j'ai vu qu'elle était là, par exemple. La logique de Mathilde, ça va être de gamifier, en fait. La logique de Mathilde, ça va être de mettre des objectifs et des petits objectifs. Parce que si on fixe des petits objectifs, on les atteint et là, on est content. Alors que si on met des gros objectifs, on ne les atteint pas. Et l'idée, c'est vraiment la cohérence dans l'engagement. Ça a été repris par Laurence. C'est un petit objectif que j'atteins et je suis content. Et encore une fois, pas parce qu'on n'est pas bon, pas parce qu'on a tendance à se mettre des objectifs inatteignables. Et alors, je ne sais pas quelle est la mécanique, hein, pourquoi on fait ça, mais voilà, le simple fait d'aller voir une seule personne suffit. En fait, une seule personne suffit. Et il y a aussi autre chose. Ça, on n'en a pas parlé, c'est amusant. Mais
je vous encourage, quand vous voyez 20 personnes, à essayer de deviner quelle va être la personne la plus intéressante ou la personne qui va vous apporter le plus de richesse d'échange. Eh bien, vous verrez que vous vous trompez à 100%. Rarement, ouais. C'est Non, mais rarement c'est même pas rarement. c'est C'est toujours vous trompez à 100%. C'est-à-dire que c'est même incroyable. C'est même cette personne que vous n'aviez pas envie de recroiser et qui va vous dire quelque chose et qui va ouvrir alors, on est peut-être trop optimiste là-dessus, mais en tout cas, amusez-vous à le faire. C'est-à-dire, amusez-vous à vous dire, tiens, cette personne, elle va m'apprendre plein de choses et celle-là, je ne vais rien apprendre du tout. Allez-y, et vous allez être hyper surpris en fait, de voir que les gens en fait, ont changé. Certaines personnes vous disent les choses. En fait, voilà, c'est jamais la personne à qui vous attendiez qui va vous apporter le contenu plus intéressant. Et puis, il y a vraiment cette notion d'oser. Oser, c'est très entrepreneurial d'ailleurs. Tout va bien. Est-ce que les gens se souviennent? Au pire, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au pire, on ne vous répond pas? En réalité, la réciprocité fait que la personne, à minima, sera polie et vous dira merci beaucoup et c'est tout. Est-ce que vous-même, puisque vous-même, vous avez eu forcément à un moment ce comportement avec quelqu'un d'autre, est-ce que vous vous souvenez de ces gens qui sont venus vous voir et que vous avez plus ou moins mis de côté? Mais personne ne s'en souvient. Donc, cool, il n'y a pas d'enjeu en fait. Vous allez avoir beaucoup à gagner. Donc, il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Voilà, ben oui. Peut-être parce qu'il nous reste 7 minutes, si on veut rester dans le timing, il me semble qu'on s'était dit qu'on terminait à 13h30. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles Thomas et Mathilde... Alors, j'en ai vu une dans le chat, j'en ai vu plusieurs à laquelle on n'a pas répondu. Donc, il y en a une de Clémence. Si elle est partie, on lui enverra un message, mais sinon... On a une dizaine de personnes qui sont parties. Voilà, mais Clémence, elle nous dit... encore là, manifestement. Parfait. Clémence, elle nous dit j'ai mal entendu le terme en développement personnel désignant le pas de côté permettant de se rendre compte de la chance et fait de rareté. Ce terme illustrait votre exemple sur le Liban. C'est un terme qui s'appelle la carte du monde. Et la carte du monde, c'est-à-dire cette logique, en fait, c'est souvent la problématique qu'on a quand on éduque des enfants, que ce soit les siens ou d'autres, c'est de se dire on va ouvrir au maximum les possibilités, élargir au maximum pour que, en fait, les gens puissent relativiser. C'est-à-dire que si vous avez vécu des événements forts, marquants, si vous parlez 3-4 langues, vous sentez que vous avez une capacité à relativiser les choses beaucoup plus forte que si vous êtes dans un environnement très fermé et où finalement vous n'avez pas la possibilité dans votre cerveau, dans vos représentations, d'imaginer autre chose que là où vous avez été élevé. C'est pour ça que l'école, quels que soient les bords politiques que l'on a, l'école, tout le monde sait, tout le monde ressent, des études montrent que c'est très important d'avoir de la diversité sociale dans l'apprentissage, non pas par idéaux politiques, mais parce que la confrontation avec un petit garçon, une petite fille qui a vécu des choses complètement différentes des nôtres fait partie de l'apprentissage et du développement de cette carte du monde. C'est bon pour vous, Clémence? Je pose la question comme ça. Si vous pouvez répondre à un petit truc, c'est bon. Sinon, on vous contactera. Et je voulais dire quelque chose. Après, on peut prendre d'autres questions, mais il y a quelque chose de très amusant, Laurence. C'est que j'ai reçu un message. Alors, je pense qu'il est en personnel. Oui. Ouais, il n'est pas envoyé à tout le monde. Mais j'ai reçu un message d'une personne qui s'appelle Ophélie, avec qui on a passé toutes nos vacances ensemble il y a, je sais pas, 30 ans. Et on n'a pas de nouvelles depuis quelques temps. Et donc, c'est la similarité pure. Et du coup, ce webinaire va être le prétexte pour re-rentrer en connexion. Donc, c'est amusant quand le webinaire sur le networking permet de faire du networking, si vous voulez. Sachant que là, on est plus que sur du networking parce qu'on est sur une relation forte de quelqu'un avec qui on avait passé beaucoup de vacances. Mais c'est quand même très amusant de se retrouver sur Ça me fait penser à une question peut-être, parce que je crois qu'on a répondu à toutes les autres. C'est faire du networking par écran interposé versus faire du networking en physique finalement. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une question qu'on a beaucoup eue, surtout ces 2 dernières années. Ah bah j'imagine. Et qu'on a eu notamment pour les formation de formateurs. C'est-à-dire que c'est pour les formateurs. Hein, Mathilde, tu as beaucoup développé ces formations. Ouais. Moi, j'étais responsable des formations, des train the trainer, former les formateurs. Donc rassurer des personnes en distanciel, on pourra... C'est l'objet. D'ailleurs, j'ai fait d'autres webinaires à ce sujet. Le sujet là, c'est est-ce que ça a plus de valeur de les rencontrer en vrai ou de les rencontrer par un écran interposé? Alors, moi, je suis profondément convaincue de l'importance d'une rencontre en physique, c'est-à-dire ce moment où on va, à l'époque, il fut un temps, serrer une main. Ça, je suis convaincue de cette importance-là. Maintenant, les rencontres en visio nous ont permis de découvrir les gens ces dernières années chez eux, dans un autre environnement, et ont permis
lorsqu'il y avait parfois des enfants ou des animaux qui sont passés, j'ai vu passer un nombre incroyable d'animaux pendant mes rencontres, de rebondir sur des sujets qu'on n'aurait jamais pu aborder en vrai. Je prends l'exemple, ce papier peint magnifique que j'aime beaucoup, eh bien, beaucoup de personnes ont eu l'occasion de me dire « Ah, mais incroyable ce papier !» Et ça a finalement libéré les discussions. Voilà, donc en présentiel, je suis… En fait, Laurence, ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont sollicitées, si on reprend le terme de compétences. C'est-à-dire que la peur du présentiel, c'est la peur d'oublier son texte, c'est la peur de ne pas savoir quoi dire. Alors que quand vous êtes derrière l'écran, de gérer son vous pouvez avoir cette peur-là, vous pouvez y répondre très simplement parce que vous pouvez mettre à côté de la caméra du texte. Par contre, la peur, quand on est à distance, c'est une peur, pour le coup, de ne pas avoir de retour, que la personne ne se connecte pas, que la personne n'exprime moins. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez dans la communication, vous avez les mots qui sont donnés, vous avez le ton de la voix, vous avez aussi visuellement ce que vous voyez, mais visuellement ce que vous voyez en 2 dimensions, ce n'est pas du tout la même chose que visuellement quand vous êtes avec les gens. Donc, vous vous privez d'une partie de l'information. C'est très amusant de voir que dans certaines entreprises, au niveau du network, vous avez des gens qui ont explosé depuis 2 ans et d'autres qui se sont complètement renfermés parce que ce ne sont pas les mêmes compétences. L'idée, c'est de dire qu'on peut les développer. Moi, ce que je trouve formidable sur le distanciel, c'est que les gens peuvent apparaître. Ça enlève les aspects logistiques. Et donc, du coup, on peut voir 5 personnes en 1 heure, là où quand on est en présentiel, c'est complètement différent. Donc, disons que ça ne sollicite pas les mêmes profils et que je ne vous dis même pas faites les deux. Je vous dis trouvez le canal qui vous correspond le plus et tirez-en le bon côté de ce canal. Et en réalité, que ce soit en présentiel ou distanciel, quand on a une vraie passion, quand on a un vrai why, un message auquel on croit vraiment, le message passe. Enfin, en tout cas, j'espère, c'était le but aujourd'hui. Vous êtes encore plus d'une 60aine à être connectés jusqu'au bout. Merci infiniment. Et oui, 16h29, donc on va devoir se quitter. Marie-Laure, pardon Laurence, Marie-Laure nous dit que ce serait bien d'avoir quelques idées de lecture sur ce sujet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une slide de synthèse comme on fait à la fin de nos formations, même si là, ce n'était pas une formation. On va remettre les principes, on va mettre le lien, la bibliographie, les quelques sources qu'on a citées. Et puis, on va le diffuser par votre intermédiaire. Je pense que ce sera bien pour celles et ceux qui veulent. Julie assurera la diffusion à l'ensemble des personnes qui étaient inscrites. Merci infiniment, EY, pour votre confiance. C'est un plaisir d'aborder ce genre de sujet. Et 1h30, c'est un vrai cadeau pour toutes les équipes et pour nous aussi. Donc, c'est très vite, c'est bon signe. Beaucoup pour votre confiance. Bon appétit à tous ceux qui mangent en direct ou qui ont fini leur repas grâce à nous. Nous, on va y aller. En tout cas, merci infiniment. Et on est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas. Osez, j'ai commencé par dire que le networking, c'est oser aller rencontrer les gens. Donc, je termine en disant vraiment, très simplement, oser rajouter. Laurence, Isabelle, Thomas, moi, oser. Tout ça lors de notre prochain événement physique. On osera se voir les uns. Allez-y. Merci pour tous vos messages d'encouragement dans le chat, ça fait très plaisir. Et je veux une photo du prochain rendez-vous networking en présentiel avec toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont participé à ce webinaire pour être bien. On cochera. Quelle horreur. Ouais, on pourra vous inviter aussi. Et bien avec grand plaisir pour se voir en vrai, en présentiel. Mathilde, le plaisir est trop sympa. Merci pour tous vos messages. Ça me touche beaucoup et Thomas aussi, je suis sûre qu'il les lit en direct. Excellente après-midi à chacun, à chacune et à très bientôt. Laurence, le mot de la fin? Écoutez, moi je voudrais vous remercier, puis remercier beaucoup Isabelle, parce que c'est elle qui est à l'origine de cette proposition et je crois qu'on a passé un très bon moment, donc merci encore Isabelle. Et puis Julie, c'était une première et tout s'est passé merveilleusement bien, donc c'est pas facile de reprendre le flambeau de Sylvie, je crois qu'on se l'est toutes dit, tous et toutes dit, mais merci Julie, merci à tous. Et merci Laurence aussi. Merci bien. Au revoir tout le monde, bonne journée. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.